Monsieur le Président, le Premier ministre et son équipe ont appelé leur budget le budget de l'espoir retrouvé, ouvrez les guillemets, et fermez-les aussi vite que possible. Alors, c'est un aveu, finalement, que les trois budgets précédents étaient les budgets du désespoir. Si l'espoir a été retrouvé, c'est parce qu'il a été perdu. Et qui l'a perdu? C'est le gouvernement du Parti libéral du Québec. Donc, au moins, pour une fois, ils sont à la hauteur de cette promesse de transparence. Nous avons perdu l'espoir pour le Québec, dit le gouvernement, avec ce budget. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, le désespoir? La protectrice du citoyen nous en a donné la pire illustration possible lorsqu'elle a confirmé que les compressions, contrairement à ce qu'avait promis le Premier ministre, avaient des impacts réels sur la vie quotidienne de centaines de milliers de Québécois et des plus vulnérables en particulier. Et cette image de cette dame âgée, en chaise roulante, à qui le gouvernement libéral du désespoir a dit « il faut que tu choisisses entre les heures de service à domicile que tu auras. Tu ne peux pas avoir le soutien que tu as en ce moment. Choisis. » Et elle a choisi de dormir dans sa chaise roulante, donc de se priver du soutien à domicile pour la mettre dans son lit puis la remettre sur sa chaise pour garder plutôt les heures d'aide ménagère ou les heures d'aide à l'alimentation. Si on veut illustrer en quelques secondes ce que ça signifiait, les budgets du désespoir, on a cette illustration-là. Évidemment, il y en a des centaines d'autres. Les centaines d'orthophonistes, de psychoéducateurs, de professionnels d'éducation qui ont été mis à la porte. Les mères qui ont dû attendre 3 ans avant que leurs enfants autistes aient un diagnostic. C'était ça, les conséquences pratiques des budgets du désespoir. Et ces traces-là, elles vont durer longtemps. Les années sans aide pour des enfants en difficulté pendant les budgets du désespoir, ces enfants-là vont les traîner pendant des décennies. Mais moi, évidemment, je m'interroge sur la responsabilité politique. Et lorsqu'on refait le fil chronologique de la décision politique du Premier ministre, il y a un moment qui, moi, en tant que chef de l'opposition, ancien conseiller de 2 premiers ministres, me frappe constamment. On sait qu'il y a un moment où le Premier ministre a eu sur sa table le rapport de la protectrice du citoyen qui lui décrivait la misère humaine causée par l'ampleur des budgets du désespoir. Et de l'autre côté, il avait un rapport du ministère des Finances qui lui disait que le déficit zéro était atteint et qu'il y avait déjà un surplus de quelques centaines de millions de dollars. Et conseiller de Jacques Parizeau et de Lucien Bouchard et ministre de Pauline Marois, je sais que ces personnes auraient dit « Enfin, on peut arrêter de couper. Enfin, on peut donner de l'oxygène. » Mais le Premier ministre n'a pas dit ça. Il a dit « Continuez de couper. » Ensuite, il y a eu un autre rapport du ministère des Finances disant « Monsieur le Premier ministre, on est rendu à 700 millions de surplus. » Il a dit « Continuez. » Ensuite, il a su qu'ils étaient à 1 milliard de surplus. Il a dit « Continuez. » Jusqu'à 2 milliards de surplus. Ça, Monsieur le Président, c'est probablement le moment qui définit le déficit de compassion structurelle dont ce gouvernement a fait preuve. Lorsqu'ils ont eu même l'occasion de redonner de l'espoir, ils ont continué sur le chemin du désespoir. L'autre jour, on avait un collègue de la CAQ qui nous reprochait, nous, lorsqu'on était au gouvernement, sous Mme Marois, d'avoir reporté d'1 an l'atteinte du déficit zéro. On est content de l'avoir fait parce que ça faisait trop mal. C'est important, le déficit zéro, mais si ça fait trop mal, on peut attendre encore 1 an. Et j'entendais un journaliste, Gérald Filion, au moment du dépôt du budget, qui posait précisément cette question au ministre des Finances. Pourquoi fallait-il faire si mal pour y arriver si tôt? Qu'est-ce que ça aurait changé de faire moins mal et d'y arriver quand même? Et le ministre des Finances semblait complètement éberlué par l'existence même de cette question.
mais elle est pourtant au centre de notre responsabilité de gouvernant. On a des objectifs économiques, on a des objectifs sociaux, et il faut faire des arbitrages. Il faut faire des arbitrages. Et clairement, ce gouvernement a arbitré en faveur du désespoir au lieu d'en faveur de l'espoir. Et ce qui est particulièrement curieux, c'est qu'en plus d'avoir fait ce surplus donc honteux de 2 milliards de dollars, le premier ministre se targue d'avoir contribué à la croissance économique du Québec. Et il est très content de ça. C'est bizarre parce que c'est vrai que certains chiffres de l'emploi des derniers mois montrent une embellie, mais ses propres prévisions budgétaires disent qu'en aucun cas, ils vont réussir à créer les 250 000 emplois qu'ils ont promis. Son budget dit, non, on va juste en créer 150 000. Son budget dit que la croissance économique du Québec sera plus faible que celle de l'Ontario et des États-Unis. C'est pas nous qui le disons, là. C'est lui qui le dit dans son budget. Mais en Ontario, vous savez, il y a des déficits. Alors donc, lui, avec un déficit zéro construit sur le désespoir, ne réussit pas à fournir une croissance économique égale à celle de l'Ontario qui a des déficits. Alors son argument ne tient absolument pas. On a le pire des deux mondes. On a le désespoir et moins de croissance économique. Mais quand on lit le budget, on se rend compte qu'il y a quand même des gagnants. Quand même des gagnants, parce que dans ce budget, on dit qu'il va y avoir 4 d'augmentation de salaire, la plus forte augmentation de tout le secteur public et parapublic, pour les médecins. Pour les médecins. 20 000 personnes qui vont se répartir 419 millions de dollars. Wow! Juste pour les médecins, ça fait ça, on a fait le calcul, 14 400 dollars d'augmentation en moyenne pour la première année, le double la deuxième année, et la troisième année, c'est une augmentation cumulée sur 3 ans de 43 000. 43 000 dollars d'augmentation pour 20 000 personnes dont le revenu est déjà très considérable, et selon l'économiste Pierre Fortin, dont le revenu dépasse de 10 à 30 celui des médecins de l'Ontario. Comment ça se fait qu'on a les moyens de se payer ça pendant qu'au même moment, on a réduit les soins à domicile et qu'on a donné 1 dollar par semaine en baisse d'impôts aux Québécois? Nous, on a fait le calcul, là, et s'il y avait un gouvernement qui avait un cœur à la place de la calculatrice et qui n'était pas géré par des médecins, on aurait dit à nos amis médecins qui font un travail remarquable, essentiel, vous en avez assez. Un peu comme si on était au gouvernement, on aurait dit à Bombardier, vous en avez assez. Il y a un moment, il faut pouvoir dire vous en avez assez, et il y en a d'autres qui ont besoin de ces sous-là. Et on a calculé qu'avec l'augmentation sur 1 an des médecins, on pourrait remettre aux familles québécoises en moyenne 1 000 dollars par famille. On pourrait leur dire, écoutez, en septembre prochain, là, le matériel scolaire, 150 dollars par enfant, ça va être gratuit. On pourrait leur dire, dans les garderies, là, ça va être 7,30 dollars par enfant, par jour, pour tous. Alors imaginez le choc tarifaire que vivent beaucoup de parents de la classe moyenne en remplissant leur rapport d'impôt aujourd'hui. Là, on pourrait dire, oubliez ça. Oubliez ça, ça va être 7,30 dollars. Et on aurait pu dire aux 2 700 000 ménages du bas de l'échelle qui savent qu'il va y avoir une augmentation de leur panier d'alimentation de 100, 200 ou 300 dollars cette année. Écoutez, on va vous aider, on va vous envoyer 100 dollars de plus au moins cette année. Ces 3 choses-là, juste avec l'augmentation de salaire des médecins. Imaginez la somme dont on parle. Ce sont des choix. Ce sont des choix. Et le gouvernement libéral a fait ce choix. Et là, on nous dit, c'est l'espoir retrouvé. Ben, l'espoir retrouvé, il faut garder les choses en perspective. Parce que pour 4 dollars enlevés par les libéraux en éducation dans les budgets du désespoir, ils en remettent seulement 1. Pour 3 dollars enlevés en santé avec les budgets du désespoir,
ils en rajoutent seulement un. Et pour 1 100 $ enlevés à chaque famille en hausses diverses d'impôts et de trop perçus pour Hydro-Québec, ils renvoient seulement 1 $ par semaine. Alors, je trouve que les libéraux ont l'espoir timide. Si pour eux, c'est ça, de l'espoir retrouvé, j'ai un peu de peine pour eux. Ils sont en déficit d'ambition pour l'espoir. Parce que pour nous, ça, ce n'est pas de l'espoir. Des choix, des mauvais choix faits par ce gouvernement depuis le début de son administration. En économie, je l'ai dit tout à l'heure sur la croissance économique, mais il y a quelque chose qui, moi, comme ancien ministre du Commerce extérieur, me désarçonne. On a un dollar canadien à 75 cents, une économie américaine qui est en croissance. Nos exportations aux États-Unis ont chuté de 4 % l'an dernier. Alors même pour nos PME, ce n'est pas l'espoir retrouvé. Et les prévisions que fait le budget nous disent que sur l'investissement privé, après 3 ans de baisse, ça va stagner. Alors, Monsieur le Président, je vais vous dire une chose. L'espoir retrouvé, il n'est pas ici. Après ce que le gouvernement libéral a pris aux Québécois, l'argent dans les poches des familles, la dignité des patients, après avoir joué avec l'avenir de nos enfants, ça ne peut pas être ça, l'espoir retrouvé. Mais, Monsieur le Président, l'espoir, il est ailleurs. L'espoir, il est dans le rendez-vous électoral que nous avons avec l'électorat le 1er octobre 2018. L'espoir, c'est un gouvernement du Parti québécois. Je vous remercie.